cette session vous proposer quelques pistes de réflexion pour repenser les systèmes agricoles en lien avec l'introduction de plus de légumineuses dans ces systèmes. Donc avant de se lancer dans la recherche de modifications techniques de ces systèmes, il m'a semblé essentiel de reposer la question, finalement, qu'attend-on de ces légumineuses dans les systèmes de culture du sud de la France, ou plus précisément du sud-ouest de la France? Alors, un grand nombre de services et de fonctions ont été évoqués ce matin de façon plus ou moins approfondie. J'en ai retenu 4 qui me semblaient prioritaires pour cette zone. La première, c'est de produire une alimentation riche en protéines, de bonne qualité, mais avec de faibles apports azotés. La deuxième, qui est certainement la fonction la plus connue, que l'on retrouve le plus dans les documents techniques et dans la littérature, c'est de fixer de l'azote pour les autres cultures qui vont se trouver dans ces systèmes-là. La troisième, moins souvent citée, dépasse le cadre de la question de l'azote et serait de diversifier les rotations des systèmes de la région. Et en quatrième fonction, je pense que tous les agriculteurs seraient d'accord de mettre en avant qu'il faut que cette culture soit rémunératrice, au même titre que les autres cultures des systèmes agricoles, et que donc elles s'inscrivent dans une filière et répondent à une demande du marché. Alors, ces différentes fonctions vont avoir des ordres de priorité et vont pouvoir être améliorées en activant des leviers d'action différents selon les systèmes de culture de la région, que je catégorise en deux grands types. On aura d'une part les systèmes de culture à fort potentiel, qui sont représentés ici par les systèmes à base de soja, très souvent irrigués, en rotation avec d'autres cultures de printemps, type maïs, tournesol, avec donc des forts niveaux de productivité attendus. Et je les opposerai d'autre part à des systèmes de culture conduits en sec, plutôt avec des niveaux de productivité attendus plus faibles, tels que les rotations à base de blé dur ou d'orge avec du pois chiche ou de la lentille. Donc je reviendrai au cours de cette présentation sur ces deux exemples pour discuter des propositions d'amélioration que je vais amener. Alors si je reviens sur la première fonction, produire de l'alimentation riche avec peu d'azote. Alors, je ne sais pas s'il est encore présent, mais je voudrais remercier M. Languzou ce matin qui m'a un peu facilité le travail en annonçant que finalement, dans son exploitation dans laquelle il cultive maintenant plus de légumineuses, finalement, il a réussi à économiser de l'azote tout d'abord parce qu'il a réduit la part de cultures qui nécessitent de l'azote. Donc, ça paraît un truisme, mais on oublie parfois de le mettre en avant. Les légumineuses sont quasiment les seules espèces cultivées qui peuvent produire de la biomasse sans apport d'azote via la fertilisation. Ce qui veut dire qu'une première économie d'azote est réalisée lorsqu'on substitue une céréale, par exemple, par une légumineuse dans un système de culture. Par exemple, si je prends le cas d'une rotation en monoculture de blé dur, dans notre région avec des niveaux de productivité assez faibles et qu'on décide de remplacer le blé dur par un pois chiche une fois tous les 4 ans, on peut espérer avoir à peu près le même niveau de production, en tout cas de façon quasiment certaine le même niveau de production de protéines alimentaires, en économisant par contre 25% de l'azote. Une autre façon de le voir, c'est de dire que l'efficience de la fertilisation qui est apportée, elle va finalement être augmentée de 33%. Alors, ces pourcentages peuvent paraître un petit peu abstraits et inattendus, donc je vous propose d'illustrer par un petit calcul à l'échelle d'une région ou d'un pays. Donc, je vais sortir un petit peu de notre région d'études pour se déplacer un peu plus au sud, au Maroc. Donc, on sort de la zone, mais le Maroc se prête bien à l'exemple puisque c'est finalement un pays dans lequel les systèmes de grande culture se résument très majoritairement à des rotations de blé dur ou d'orge avec du pois chiche, en conditions non irriguées, avec des niveaux de production faibles. Donc si on imagine introduire cette rotation de façon systématique, pois chiche, blé dur, blé dur, blé dur, sur les 5,5 millions d'hectares de céréales que comporte le Maroc, cela reviendrait à économiser 60 000 tonnes d'azote par année. Donc 60 000 tonnes qui représentent une économie d'énergie conséquente aussi, ou qui peuvent être utilisées pour être réparties sur les hectares de blé restants et élever un petit peu les rendements qui se situent aujourd'hui autour de 13 quintaux par hectare. Donc une économie conséquente. Donc économiser de l'azote, ça commence par avoir une plus forte proportion de légumineuses dans les systèmes de culture. On peut imaginer deux façons d'augmenter cette proportion de légumineuses. L'association, dont on vient d'entendre parler, et la rotation, plus classique, je dirais.
On s'accorde plutôt à dire que dans des systèmes à base intrant, donc soit des systèmes sud où l'accès à la fertilisation est impossible, soit des systèmes certifiés comme les systèmes agriculture biologique, l'association va être plutôt la bonne solution. Et on espère que l'interaction entre les deux cultures va permettre une meilleure exploitation de la ressource peu disponible au azote. Dans les systèmes à plus fort niveau de productivité, comme les systèmes soja irrigués que j'évoquais plus tôt, on s'orientera plutôt vers la rotation, puisque, donc, on le sait de façon assez certaine maintenant, le gain de productivité qu'on peut espérer de l'association décroît fortement lorsque la quantité d'azote, donc, ou la quantité d'eau, la quantité de ressources en général est plus abondante dans le milieu. Donc ça, c'était pour la première économie d'azote. Celle dont on entend parler plus souvent, c'est l'effet précédent des légumineuses. Donc cet effet précédent, il est reconnu, il se chiffre en général à quelques dizaines de kilos d'azote, et il est extrêmement variable selon les situations pédologiques, climatiques et les systèmes de culture. Il dépend en effet de la façon de plusieurs leviers, et il y a plusieurs leviers pour l'augmenter. Donc un des premiers critères qui va fortement impacter la quantité d'azote qu'on est capable de restituer dans un système pour la culture qui suit la légumineuse, c'est la gestion des résidus de culture. Donc vous avez dans ce tableau ici le bilan d'azote dans le sol après différentes cultures de légumineuses, donc pois chiches ou lentilles. Lorsqu'on décide d'exporter toute la biomasse aérienne, donc on récolte des grains et on ramasse les pailles pour du fourrage par exemple, ou lorsqu'on exporte seulement le grain. Donc on observe ici que sur ces cultures-là, lorsqu'on exporte toute la biomasse aérienne, même si on a affaire à une légumineuse, même si elle fixe, le bilan d'azote est négatif. En revanche, si on peut se permettre de laisser les résidus de culture, donc tiges et paille au sol, dans certains cas, on peut avoir un véritable enrichissement en azote du sol. Donc de l'azote exogène qui vient de l'atmosphère, qui se retrouve dans le sol. De façon assez surprenante, dans cette expérience, c'est la lentille qui avait permis d'avoir ce bilan positif. Alors pour ceux qui connaissent la culture de lentilles, une plante plutôt frêle, avec une production de biomasse faible, ça peut paraître surprenant. En fait, ce qui explique ce résultat, c'est que la lentille, c'est une plante qui a un indice de récolte azoté faible, c'est-à-dire qu'elle va mettre une petite proportion de l'azote qu'elle capture par fixation ou absorption dans ses graines. Et donc, par conséquent, il va en rester une plus forte part dans les résidus de culture qu'on va retourner au sol. Donc, le choix de la légumineuse, le choix d'une espèce avec un indice de récolte azoté faible, peut être un levier à actionner si le service qui nous intéresse, c'est finalement de remettre beaucoup d'azote dans le sol et d'enrichir le système de ce point de vue-là. Ce ne sera pas forcément la même espèce que l'on va choisir si on recherche plutôt une espèce avec une forte teneur protéique dans les grains. Le troisième levier, ou je dirais le troisième critère important quand on veut fixer de l'azote et enrichir un système, c'est la biomasse que va produire la légumineuse. Donc, pour fixer de l'azote ou absorber de l'azote, il faut d'abord que cette légumineuse produise une grande quantité de biomasse. Vous avez ici, sur le pois chiche, la relation linéaire entre azote fixé et biomasse produite. Donc, ça pose sérieusement la question de comment on peut faire en sorte que la légumineuse se trouve dans des conditions qui soient suffisamment favorables pour avoir une production de biomasse plus importante. Et dans la région où, on l'a dit ce matin, un des premiers facteurs limitants, c'est l'eau, ça pose de façon sérieuse la question de l'irrigation des légumineuses. Alors, je l'ai dit en début de présentation, on a des systèmes irrigués, mais on a aussi des systèmes céréales à paille légumineuses qui sont très peu souvent irrigués. Et lorsque c'est le cas, en général, toute l'eau qui est disponible va être allouée à la culture de blé dur, avec l'idée que cette culture est plus rentable. C'est la culture plutôt de rente et c'est là qu'on va faire le plus de bénéfices. Alors, il nous a semblé intéressant de tester avec une petite simulation, avec un modèle de culture, cette question de la stratégie de garder toute l'eau dont on dispose pour irriguer le blé ou de partager une ressource en eau limitée pour irriguer d'une part les légumineuses et d'autre part un petit peu les céréales. Donc la simulation, on l'a faite sur une rotation assez classique, en 3 ans, pois chiche, blé, blé. Dans un premier cas, on irrigue le blé uniquement. Dans un deuxième cas, on partage à quantité d'eau totale utilisée constante l'eau entre les deux cultures. Et voici ce qu'on observe. Donc, quand on décide d'irriguer
les légumineuses, donc ici en bleu, on a un petit peu moins d'eau disponible pour le blé et ça se traduit par une réduction du rendement potentiel de ce blé. C'est-à-dire que si on est en mesure de fertiliser ce blé à la hauteur de ses besoins, le rendement qu'on pourra obtenir juste avec l'eau va effectivement baisser un peu. Mais si on se place dans une situation où on est en agriculture biologique ou dans une exploitation où l'accès aux intrants est limité de façon générale, et que cette fois-ci on prend en compte l'azote comme facteur limitant, eh bien c'est la stratégie qui consistait à irriguer un petit peu les légumineuses qui aura permis de produire plus de biomasse sur le pois chiche, plus d'azote fixé, et donc de soutenir une part plus importante de ses besoins et d'arriver à une part plus importante de ce potentiel de blé. Donc c'est une simulation simple qu'on a fait sur un cas en Méditerranée un peu plus au sud, mais qui finalement soutient bien cette idée qu'en contexte d'eau limitée, et même lorsqu'on ne peut faire que des irrigations déficitaires, parier un petit peu sur la légumineuse en lui accordant un peu d'eau peut être une bonne stratégie pour fixer davantage et soutenir mieux la culture qui suit. Donc je me suis appesantie sur le thème de l'azote. Il est temps maintenant de passer à des services qui dépassent le cadre de l'azote. Et donc je voudrais revenir sur la question de la diversification des rotations, qui a déjà été évoquée ce matin par l'intervenant de Terrinovia. Les systèmes de culture du Sud, ils sont en général marqués par une abondance forte, soit en culture de printemps, plutôt au sud-ouest, soit uniquement en culture d'hiver. Donc ce déséquilibre culture de printemps, culture d'hiver, il se traduit par plusieurs problèmes, des problèmes de pic de travail pour les agriculteurs et des problèmes de gestion d'adventices et de maladies, qui sont d'autant plus prégnants maintenant dans le contexte des nouvelles directives cadres sur l'eau qui contraint et pose encore davantage la question de l'utilisation de pesticides et herbicides par rapport à la pollution de l'eau. Donc, les légumineuses ont l'avantage de pouvoir se cultiver soit comme des cultures de printemps, soit comme des cultures d'hiver. Et si on élargit en fait les perspectives au-delà des légumineuses cultivées le plus couramment actuellement dans les systèmes de culture, donc au-delà du soja, lentilles, pois chiches, il y a en fait toute une diversité d'espèces, pois, lupins, févroles, vestes de Narbonne, etc., qui ont toutes des aptitudes différentes pour des environnements pédoclimatiques différents, avec des cycles courts, mais de longueur variable, qui peuvent permettre finalement de concevoir des rotations particulièrement complexes et particulièrement diversifiées. Donc on en observe déjà dans certaines régions du sud-ouest. Ici, c'est une rotation qu'on avait observée il y a quelques années dans le Gers, qui combinait des légumineuses cultivées comme, je dirais, culture de rente, des légumineuses comme couvert, en pur, en mélange, comme couvert permanent ou comme culture d'interculture. Donc finalement, si on explore toute la gamme, on a là aussi un terrain de jeu, pour reprendre un mot qui est revenu souvent, assez large pour construire des rotations beaucoup plus flexibles et qui s'adaptent aux différents contextes de production. Alors pour finir, je voudrais élargir un petit peu l'échelle d'études et passer du système de culture au système alimentaire, pour revenir à une idée qui a été un petit peu évoquée ce matin, qui est que l'innovation agronomique, finalement, elle peut venir aussi de l'aval de la filière et de l'innovation agroalimentaire. On a eu peut-être tort jusqu'à présent de souvent rechercher l'innovation agroalimentaire comme un moyen de fournir un débouché à des plantes dont on était convaincu depuis longtemps qu'agronomiquement, elles avaient un potentiel. On pourrait probablement avoir plus d'impact si on réfléchit à l'innovation de façon systémique, à la fois sur le volet alimentaire et sur le volet agronomique. Alors, l'innovation pâte en mélange de légumineuses et de mélange de céréales, qui a été évoquée ce matin, je trouve est un bon exemple de cette innovation systémique. Si on regarde les enjeux, on va dire, agronomiques de la production d'une pâte à base de blé dur uniquement, de bonne qualité, à 13%, dans le système traditionnel, donc pâte 100% blé. Pour arriver à ce taux de protéines, on a donc besoin de produire un blé à 13% de protéines, ce qui encourage les agriculteurs à avoir des pratiques de fertilisation souvent excédentaires, ou en tout cas avec des apports risqués autour de la floraison en azote, qui se traduisent par les problèmes que
on connaît tous bien, dépenses énergétiques et pollution, eutrophisation des milieux. Si l'on considère maintenant qu'on pourrait donc produire en plus grande quantité ces pâtes en mélange légumineuse et blé. Donc cela se traduirait au niveau agronomique par une réduction de la quantité de blé produite et de la surface en blé, de façon à introduire une surface plus importante de légumineuses, par exemple des pois chiches. Et cette transformation du système agricole, du système agronomique, elle serait finalement 3 fois virtueuse du point de vue de l'azote. Si on considère qu'en réduisant la surface en blé, on va réduire une première fois les besoins en azote, la légumineuse n'étant pas fertilisée. Une deuxième fois, grâce à l'effet précédent de la légumineuse sur le blé qui viendra derrière cette légumineuse. Et une troisième fois, puisque si on peut créer un mélange de farine de pois chiches à 20% de protéines avec une farine de blé, on n'a plus besoin des 13% de protéines sur le blé. Et donc on peut se contenter de pratiques de fertilisation beaucoup moins abondantes. Ça veut dire supprimer l'apport qualité, supprimer en moyenne 40 unités par cycle de blé. Et donc, par là même, les problèmes de pollution, les coûts énergétiques de cette conduite réduits de manière significative. En conclusion, finalement, la reconception de ces systèmes de culture à base de légumineuses, il passe peut-être par la révision d'un certain nombre d'idées préconçues ou de points de vue sur ces cultures-là. La première chose, c'est qu'on oublie peut-être trop souvent que, sans attendre l'effet précédent, il y a un premier gain d'azote qui se fait dès l'introduction de la culture de légumineuses, qui vient du fait qu'on a juste substitué une plante qui avait besoin d'azote par une plante qui peut produire de la biomasse sans en recevoir par la fertilisation. Le deuxième point, c'est que si on attend des légumineuses qu'elles fixent plus d'azote et qu'elles en ramènent plus dans le système, il faut les conduire de manière à ce qu'elles puissent produire plus de biomasse. Et ça veut dire arrêter de conduire les légumineuses comme des plantes secondaires. Même dans un système où on a peu de ressources en eau, penser à partager cette ressource. Et le troisième point, c'est qu'il faut maintenant peut-être réfléchir la recherche et développement de façon systémique au sens large, en allant de l'aliment au champ ou l'inverse, et en combinant les innovations alimentaires et les innovations agronomiques. C'est ce qu'on essaye de faire avec la chaire Agro6, chaire d'agronomie et d'entreprise de Montpellier Supagro. Merci pour votre attention. Oui, il y a un aspect agronomique que je n'ai pas bien compris dans la dernière présentation. Vous parliez de mélanger, mettons, du pois chiche et du blé, c'est-à-dire quoi, c'est au même temps? Non. Alors, je reprends mon petit schéma. Là, je n'aborde pas la question de si on doit le faire en association ou en rotation. Je considère même plutôt des systèmes classiques en rotation. Si on veut produire plus de pois chiches, il faut en mettre davantage dans la rotation et davantage dans l'assolement. Donc là, on est dans une rotation, c'est ça? On est dans une rotation. D'accord, ok. J'ai une question par rapport aux essais irrigation qui ont été faits. Oui. Est-ce que l'augmentation de biomasse, est-ce que vous avez la proportion du gain qui a été fait entre le grain et les pailles, on va dire? Enfin, je pose la question par rapport à des retours que j'ai eu de producteurs de pois chiches, justement, qui ont testé l'irrigation. Alors, par contre, de manière totalement empirique, hein, il n'y avait pas de pilotage, d'outils de pilotage. Et donc, en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont obtenu effectivement des plantes luxuriantes, mais par contre, une production en grains extrêmement décevante. Donc, est-ce qu'il y a justement, en plus de ces pistes techniques, il y a peut-être à mettre en place aussi tout un pilotage derrière, un positionnement de l'irrigation en tout cas qui est précis. Alors, ce que je rapporte, hein, c'est juste des échos du terrain, je n'ai pas de savoir particulier en ce domaine. Donc là, c'était juste une étude exemptée en simulation. Donc finalement, l'irrigation, on l'a réalisée, on va dire, virtuellement au moment qui serait le plus favorable. En tout cas, la façon dont on l'a paramétré, c'est le premier événement de stress pour le pois chiche, on réalise une irrigation. Et après, on s'arrête là. Effectivement, maintenant, il faudrait passer à la phase d'expérimentation de terrain pour vérifier ces résultats. Et s'ils sont confirmés, ça ne fera que renforcer ce qui a été dit ce matin, le besoin d'accompagnement sur la conduite de ces cultures. Il y a une question
question qu'on peut se poser, vous parlez des légumineuses en substitution des céréales, ok? Diminution de l'azote, ok? Augmentation de la protéine, ok. Il y a un souci quand même si on fait le global sur 3, 4, 5 années, c'est qu'on produit moins de calories à l'hectare. Et la perte de calories, est-ce que vous la chiffrez? Alors, c'est une question que j'attendais. Effectivement, on produira toujours moins de rendement avec une légumineuse qu'avec une céréale en conditions potentielles. Ça, c'est les limites de la plante. Sauf que actuellement, dans ces systèmes, on est rarement en conditions potentielles, en tout cas par rapport à l'eau, et on va probablement être amené à l'être de moins en moins. Donc si on regarde les rendements de pois chiches et les rendements de blé dur dans nos régions, alors peut-être plus vers le sud-est, finalement l'écart il n'est pas très fort, il est autour de 5 quintaux. Mais effectivement, il faudra peut-être, on ne peut pas imaginer une substitution complète, il faut réfléchir le pourcentage, ça pourrait se traduire par, si on l'applique de manière trop généralisée, par une réduction des rendements. À moins que l'économie d'azote qu'on fasse grâce à l'introduction de plus de légumineuses dans le système, on l'utilise pour augmenter les rendements de la céréale.